Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de l'innovation et de la créativité. Oui, vous l'aurez bien compris, il s'agit bien de Malino, votre rendez-vous hebdomadaire. Le sommaire, c'est tout de suite. L'astuce d'aujourd'hui vous montrera étape par étape comment réaliser un animé 100% généré par l'intelligence artificielle, du script aux scènes en passant par les images et les prompts, et cela sans compétences en dessin ni animation. À nos côtés ce soir, Nathalie Sidibé, experte en cartographie numérique, OpenStreetMap et en système d'information géographique, patronne de l'entreprise Datatic Consulting SARL. Avec elle, il sera question de la cartographie numérique au Mali. Vous n'êtes pas sans savoir que le président américain Donald Trump a bouleversé l'économie mondiale la semaine dernière en imposant des droits de douane considérables qui font craindre une récession internationale. La plupart des bourses mondiales ont plongé ce début de semaine. C'est l'actualité TIC du jour. Selon les spécialistes, les marchés financiers n'avaient pas subi de choc aussi important que depuis la pandémie de Covid-19. Les inquiétudes planent sur les conséquences des droits de douane imposés par Donald Trump sur les produits importés aux États-Unis. Depuis lundi, la bourse de Paris a dégringolé de 4,78%, affichant sa pire séance depuis mars 2022. Celle de Londres de plus de 3%, la bourse de Hong Kong a plongé de moins 13,22%, ayant sa plus forte chute depuis la crise boursière asiatique de 1997. Tesla a d'abord chuté de moins 2,79%, Apple de moins 3,1% ou encore Microsoft de moins 0,39%. Alors là, les marchés financiers depuis quelques jours, depuis notamment le milieu de la semaine dernière, sont pris par une phase de panique. En fait, elles sont dans une phase de panique qu'on peut presque qualifier de crack, mini-crack aux États-Unis, où en l'espace d'à peine 3 jours, les marchés américains ont perdu plus de 10%, 10 à 15%, et avec un niveau de nervosité qu'on n'avait pas observé depuis la crise des subprimes ou la pandémie de Covid notamment. Et la raison est simple, on a vu que cette panique s'emparait des marchés financiers à partir du moment où Donald Trump, mercredi soir, a annoncé la liste des différentes taxes à l'importation qui allaient frapper tous les partenaires commerciaux des Américains, et c'est là que les marchés actions américains ont commencé à dévisser complètement, et avec un phénomène de contagion ensuite au marché européen et au marché asiatique. Donald Trump accuse les partenaires économiques des États-Unis de les piller. En conséquence, il a imposé un taux universel de 10% de taxes supplémentaires sur tous les produits importés aux États-Unis, relevé à 20% pour l'Union européenne et 34% pour la Chine. Celle-ci a répliqué en annonçant ses propres droits de douane, 34% de taxes sur les importations américaines à compter du 10 avril. Selon les experts, l'inquiétude la plus pressante du marché est que l'économie mondiale pourrait mettre longtemps à se remettre du choc des droits de douane, ce qui alimente les doutes sur la capacité à atteindre des estimations de bénéfices plus élevées. Dans l'histoire des grandes crises boursières américaines, on a parfois été à des moins 50%. C'était le cas pendant les subprimes par exemple, mais les subprimes c'était une crise vraiment à l'échelle mondiale, celle-ci en est une aussi, mais à l'époque c'était aussi une crise des excès de la finance, de l'immobilier, des leviers sur les marchés également. Donc il y avait des fondamentaux économiques qui étaient très dégradés, qui justifiaient une telle correction de marché. Là jusqu'à présent, l'économie américaine il y a encore 3 mois était très bien portante. Donc la récession n'est pas garantie, les marchés peuvent encore se rattacher à un moment donné à l'idée qu'effectivement si on coupe assez vite cette crise, il n'y aura pas récession, mais encore une fois, tout dépend à ce stade, même pas de la Réserve fédérale américaine, ça dépend vraiment de Donald Trump et de son équipe. De quelle manière, jusqu'où ils vont vouloir faire ce bras de fer avec leurs partenaires commerciaux. Et c'est ça qui conditionnera s'il y a récession ou pas. Les marchés évoluent au gré des annonces de la Maison-Blanche. Donald Trump menace d'alourdir les droits de douane américains sur les produits chinois de 50% additionnels, portant sur la surtaxe de 104% si Pékin maintient sa riposte à son offensive. L'Union européenne a quant à elle proposé aux États-Unis une exemption de droits de douane totale et réciproque pour les produits industriels. Dans cet environnement incertain, de nombreuses entreprises pourraient annoncer des perspectives négatives pour 2025 selon les spécialistes. Meta vient de dévoiler sa 4e génération de modèles d'intelligence artificielle baptisée Llama 4 avec des performances que l'entreprise affirme supérieures à celles des modèles concurrents comme GPT 4.0 d'OpenAI et Gemini 2.0 de Google.
Ainsi, Meta, maison mère de Facebook, poursuit sa percée dans l'intelligence artificielle avec la sortie de Llama 4, incluant une série de modèles de nouvelle génération adoptant une technologie novatrice appelée Mixture of Experts. Déjà utilisée par des entreprises comme Mistral, cette approche permet d'optimiser la puissance tout en réduisant les coûts de calcul. Le modèle Llama 4 Scout se distingue par une capacité impressionnante. Il permet d'analyser de longs textes ou des blocs entiers de code, peut traiter jusqu'à 10 millions de tokens, des actifs numériques liés ou non à une crypto-monnaie, d'un seul coup et fonctionne grâce à 17 milliards de paramètres actifs parmi 16 experts spécialisés pour un total de 109 milliards. Seul bémol, le modèle nécessite une carte graphique professionnelle très coûteuse, environ 30 000 €, soit 19 678 710 francs CFA, ce qui le rend inaccessible au grand public. Encore plus puissant, le modèle Llama 4 Maverick exploite 128 experts pour un total de 400 milliards de paramètres. Meta affirme qu'il surclasse des modèles phares comme ChatGPT 4.0 ou Gemini 2.0 dans les domaines clés, à savoir codage, raisonnement, multilinguisme ou encore analyse d'images. Ce qui distingue vraiment cette génération, c'est son approche multimodale. Texte, images et vidéos sont traités ensemble dès le départ grâce à une technique baptisée Early Fusion pour une compréhension plus fluide et naturelle. Meta prépare également Behemoth, un modèle encore plus massif dont les premières performances dépasseraient déjà celles de GPT 4.5 ou Gemini 2.0 Pro. Ces modèles sont disponibles sur la plateforme Meta AI ainsi que via WhatsApp, Messenger et Instagram dans 40 pays. Toutefois, certaines fonctionnalités, notamment multimodales, restent réservées aux utilisateurs anglophones aux États-Unis. Par ailleurs, un détail fait débat. Les utilisateurs situés dans l'Union européenne n'y ont pas accès, probablement à cause de contraintes réglementaires. Par ailleurs, les grandes entreprises doivent demander une licence spéciale à Meta pour les utiliser. Des restrictions qui remettent en question le caractère open source revendiqué par le groupe. Envie de créer votre propre animé avec de l'IA sans compétences en dessin ni animation? Dans cette astuce, Baby vous montre pas à pas comment réaliser un animé 100% généré par l'intelligence artificielle, du script aux scènes animées en passant par les images et les prompts. Dans cette astuce, je vous explique étape par étape comment est-ce que l'on crée un animé 100% avec de l'IA tout en vous donnant des liens pratiques si vous souhaitez vous lancer dans votre propre animé. Alors, première étape, vous allez sur ChatGPT 4 et vous écrivez ce gros prompt là. Vous pouvez faire pause et faire la capture, ça vous sera utile. Une fois envoyé à ChatGPT, il va vous demander de lui transmettre votre histoire en quelques lignes et va commencer à créer plusieurs scènes sous forme d'images. Et pour cet exemple, voici la scène qu'on a demandé à ChatGPT pour création. Vous pouvez voir qu'il nous a généré 5 images indépendantes. Et pour chaque image, on a également un prompt juste ici qui va nous permettre d'animer l'image sur Kling AI, comme on va vous le montrer juste après. Une fois que vous avez vos 5 images générées ainsi que vos 5 prompts, rendez-vous sur Kling AI et vérifiez bien que vous êtes sur la version Kling 1.6. C'est très important. Une fois sur Kling AI, vous allez dans Image to Video. Puis vous allez devoir coller votre première scène ainsi que le prompt associé à cette première scène. Donc, à l'occurrence, on a cette image avec ce prompt qui lui est associé. Là, vous pouvez voir que j'ai bien apporté ma première scène ainsi que le prompt associé. Dernière étape, il vous suffit d'aller sur Creativity et donc de la diminuer à 0.1. Puis vous pouvez laisser les autres réglages tels quels. Ça ne change absolument rien. Vous l'aurez compris, pour chaque image, vous allez devoir coller l'image sur Kling, ainsi coller le prompt à côté. Répétez cette opération 5 fois pour voir toutes vos scènes animées. Une fois que vous aurez soumis vos 5 images, vos 5 prompts à Kling, vous pouvez voir qu'il va soumettre 5 vidéos animées qui vous suffira donc de fusionner entre elles si vous souhaitez voir votre animé complet. J'espère que cela vous sera très utile, très cher abonné. Bonne chance pour vos créations. Et on se dit à la prochaine pour d'autres tutos. La cartographie est composée de collecte de données par GPS, par moment de la modélisation 2D ou 3D, de plusieurs modèles qui existent pour arriver à bien à l'objectif qui est de cartographier numériquement.
pour en parler ce soir, nous recevons Madame Nathalie Sidibé, qui évolue dans ça depuis belle lurette, qui l'a étudié et qui évolue également dans le domaine. Bonsoir Madame Sidibé. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir à TM1 sur le plateau de Malinov. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci. Très ravie d'être avec vous. C'est un plaisir partagé. Donc je le disais que la cartographie numérique, c'est vraiment quelque chose que vous aimez beaucoup. Déjà, vous avez étudié la géomatique appliquée à la gestion et à l'aménagement du territoire et d'autres formations connexes, notamment en gestion et également en anglais. Et à partir de votre formation, vous avez cofondé OpenStreetMap Mali, une association qui fait la promotion des outils innovants de cartographie numérique. Pourquoi le choix d'une association? Merci beaucoup. Alors, avant de parler, je voudrais vous remercier une fois de plus pour cette opportunité de vraiment venir parler de cette passion qu'est la cartographie pour moi. D'accord. Et donc, le choix d'une association, il a fallu cette association déjà pour faire la promotion. Donc, je pense que une association est très bien placée pour mener à bien la promotion des outils. Donc, c'est pourquoi on a créé cette association en 2014 et à la suite d'une formation que nous avons reçue. Donc, nous étions un noyau. Mais depuis que vous étiez en formation, c'était bien clair dans vos têtes qu'il fallait que vous commenciez par une association pour promouvoir le domaine que vous appreniez. Bien sûr, donc une association déjà des personnes passionnées par le même domaine. Et donc c'est ensemble, comme on le dit tout le temps. Et seul, on peut aller très vite, mais quand on est ensemble, on peut aller très loin aussi. Donc on a compris cela, on s'est mis ensemble et on a commencé par faire la promotion déjà à travers les universités, auprès des ONG, auprès des services d'État. Quelles sont les actions concrètes que vous avez menées pour arriver à la promotion de votre passion auprès du public? Alors déjà, la première des choses, c'est de se former soi-même. Parce que et même pour mener à bien la promotion, il faut qu'on soit au préalable formé, bien formé soi-même. Donc l'association, dès sa mise en place, donc d'abord c'était de s'assurer que les membres qui sont dans l'association soient eux-mêmes très bien formés et très bien dotés de tout ce qu'il faut pour déjà convaincre, par exemple, au niveau des administrations. Oui, arriver à les convaincre voilà, que on la va faire cartographie ceci. est importante. Tout à fait. Donc, on a fait ça. Et donc, juste après, c'était des sessions de formation au niveau des universités pour amener les étudiants à utiliser les outils. Parce qu'ici, malheureusement, au Mali, donc, on étudie beaucoup plus la théorie que la pratique. Et donc, l'association, et grâce au soutien de certains bailleurs, on avait des équipements comme les ordinateurs, les smartphones pour faire les collectes. Quand on parle de cartographie numérique, on parle du volet informatique. Maintenant, à travers quel logiciel, plateforme vous vous y prenez? Alors, dans la cartographie numérique OpenStreetMap d'abord, donc on a un logiciel qu'on utilise le plus qui s'appelle GESM et Java OpenStreetMap, donc qui est un logiciel qui nous permet, grâce aux imageries de satellites, déjà d'identifier tout ce qui existe dans un espace, comme bâti, comme réseau routier, par exemple, végétation et tout. Et donc, ce logiciel nous permet déjà de numériser les territoires. Et nous avons aussi d'autres outils de collecte d'informations qui sont installés dans les téléphones, qui jouent le rôle de GPS et qui permettent aux gens, une fois dans un espace, de pouvoir relever les coordonnées géographiques, de pouvoir s'orienter, de pouvoir naviguer. Quelles sont les zones que vous avez eu à cartographier vous-même personnellement ou bien l'association? Le principal objectif, c'est vraiment de numériser tous les territoires du Mali. Voilà, donc, ça veut dire que c'est tous les territoires du Mali qui bénéficient de nos travaux de cartographie. De décembre 2014 à nos jours, nous sommes parvenus, membres de l'association, d'autres personnes à l'international, parce que OpenStreetMap, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la cartographie numérique OpenStreetMap, c'est une initiative mondiale aussi. Donc, c'est une initiative mondiale. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui font le même travail partout dans le monde
et tout comme nous le faisons ici au Mali. Donc, et vous collaborez avec ces personnes-là? Oui, donc avec leur aide, nous sommes parvenus en 10 ans à faire la cartographie numérique de toutes les grandes villes du Mali et aussi avec les universités. Donc les étudiants, étant donné que les étudiants ils viennent de toutes les localités du Mali, et donc chaque fois que les étudiants sont formés, et chacun commence par faire la cartographie de son petit village. Mais est-ce qu'on parle d'une exactitude près ou bien il y a des limites vraiment quand vous faites ces cartographies-là? On peut dire que notre cartographie, elle est bien précise. Ok, voilà. Très bien précise. Mais est-ce que là, il n'y a absolument pas du tout de limite? Par exemple, même avec le GPS qui est utilisé, parfois, il n'y a pas d'exactitude quand c'est à certaines zones du Mali. Il y a certains pays, par exemple, le tout est totalement cartographié, on va dire ça, c'est vraiment exact. Mais même ici à Bamako, il y a certaines zones où on n'a pas totalement l'exactitude. Donc, est-ce que c'est quelques petites couacs peuvent intervenir parfois? Oui, en fait, le Mali est en chantier en réalité. Okay. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas, pour le moment, dire qu'on a terminé complètement de faire la cartographie du Mali parce que chaque jour, il y a de nouvelles infrastructures qui sont construites. Et le pays est très grand. Le pays est très vaste. Et donc, du coup, il faut un travail en permanence. Donc, on continue de faire la mise à jour. Raison pour laquelle nous continuons à faire la promotion parce que s'il y a plus de personnes formées, il y a plus de personnes disponibles pour faire la mise à jour des informations du territoire. Et voilà, donc c'est un peu ce que nous faisons. C'est vrai que souvent, il y a des informations existantes qui ne sont pas cartographiées. Mais on les cartographie quand même. Mais qui sont les premières personnes qui utilisent les informations cartographiées que vous utilisez? Est-ce que c'est vraiment pour la population? Est-ce que c'est les personnes partenaires avec qui vous travaillez ou bien vraiment ça a vocation à aussi être reçu par les autorités qui doivent utiliser éventuellement? Alors, tout le monde utilise le travail que nous faisons et nous le faisons pour tout le monde. Et aujourd'hui, de plus en plus, tout le monde utilise la localisation, comme on a l'habitude de dire, partagez-moi la localisation et je vais partir de... Voilà. Donc aujourd'hui, tout le monde utilise notre travail sans le savoir. Voilà. Donc la population l'utilise pour pouvoir s'orienter, pour se déplacer. Et les autorités l'utilisent pour mieux informer, pour mieux communiquer sur les réalisations et aussi pour mieux coordonner et pour mieux décider surtout pour un développement harmonieux. Parce que c'est seulement en disposant des informations exactes du territoire qu'une autorité peut dire, ben voilà, telle localité a tel besoin en telle infrastructure, tel besoin en telle infrastructure. Est-ce que dans la structuration, je veux dire le design, les tons de couleurs que vous utilisez, il y a vraiment une différence par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs ou sinon d'autres structures qui font la cartographie? Non, c'est la même chose en fait, parce que c'est quelque chose de conventionnel en fait. Nous, on ne décide pas, parce que c'est nous qui faisons ce travail, donc on va utiliser la couleur que nous voulons. Non. C'est quelque chose de conventionnel. C'est qu'on a comme couleur ici, quand on prend un équipement, il y a déjà des chartes graphiques qui existent. Exactement. Maintenant, d'une association à but non lucratif, vous avez créé une entreprise à côté. C'est-à-dire il y a l'association, il y a également l'entreprise. Parlez-nous de l'entreprise qui vraiment est axée quand même formation, collecte de données, etc. Donc parlez-nous de l'entreprise. Alors l'entreprise, merci beaucoup pour la question. L'entreprise est vraiment venue de l'association. L'entreprise, c'est le modèle économique de l'association. Et donc pendant longtemps, de 2015 jusqu'à 2019, on va dire comme ça, c'était l'association qui faisait la promotion un peu partout. Donc les gens nous faisaient appel, on faisait des travaux gratuitement, même pour certains services d'État. Et donc en 2019, nous nous sommes dit que ce serait bien que nous mettions en place un modèle économique qui permettrait de faire vivre l'association. Voilà, de faire vivre l'association, de faire en sorte que les membres actifs puissent quand même vivre de cette passion-là. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place le modèle économique qui, à un certain moment, c'est elle qui intervient, qui offre des services. Mais l'association continue de vivre, l'association continue de faire la promotion, surtout auprès des universités, parce que nous mettons beaucoup l'accent sur les universités, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas les moyens de s'offrir des études en master et tout ça. Donc l'association continue vraiment de les former. Est-ce que le caractère de promotion est dorénavant confié à l'entreprise au lieu de l'association? Ou sinon, qu'est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise est là, l'association est là, qu'est-ce que l'association fait aujourd'hui et qu'est-ce que l'entreprise fait aujourd'hui?
Alors, l'association continue de faire la promotion, comme je l'ai dit, toujours auprès des universités. Maintenant, lorsqu'on on approche les entreprises, les autorités, c'est vraiment en tant qu'entreprise qu'on les approche. Donc maintenant, quand il y a une demande de cartographie numérique, voilà, c'est l'entreprise qui fait ses prestations. Okay. Voilà, l'entreprise fait ses prestations. L'entreprise approche aussi les décideurs pour leur proposer des services. Justement, votre passion pour la cartographie vous a valu à faire des missions, et je dirais aussi des objectifs. Et vous avez notamment réussi à la création de chapitres de jeunes cartographes au sein de 2 universités en 2019 et 2020 à Bamako. Est-ce que c'est vraiment cette lutte acharnée-là qui a mené à cet objectif, ou bien comment s'est passée cette création des 2 unités au sein des universités de Bamako? Oui, c'est cette passion qui nous a conduit à ça. C'est vraiment le programme spécial de formation que nous avons mis en place en 2016 et pour les universités c'est ce programme vraiment qui a conduit à la création de ces chapitres-là. Et c'est un peu pour alléger aussi un peu les responsabilités, les rôles de l'association. C'est qu'aujourd'hui, avec ces 2 chapitres, au lieu que l'association soit tout le temps en train de faire la route pour aller à Ségou, pour aller dans d'autres universités, c'est 2 chapitres qui sont déjà formés, qui sont très bien formés, qui se chargent aujourd'hui de faire la promotion au sein des universités. D'accord, voilà, enfin on gagne en temps et puis en efficacité. Voilà. D'accord. De 2016 à 2025, on est à pratiquement 9 années d'existence. Est-ce que ça a été évident? Alors, on va dire 10 ans d'existence. Pas du tout évident parce que qui connaît bien le Mali, on a énormément de défis parce que qui parle déjà de cartographie numérique parle d'électricité, parle de connexion Internet, parle d'outils informatiques et tout. Et donc, dans un pays comme le Mali, c'est vrai qu'on s'en sort. Mais jusqu'à présent, il y a quand même, les défis restent énormes. Et donc, ce n'était pas du tout évident. Mais moi, je le dis tout le temps, qu'avec la détermination, on arrive tout le temps à faire face aux défis, à les relever. Et donc, on est arrivé, mais ce n'était pas du tout évident seul. Quand même, on a bénéficié des soutiens au niveau national, au niveau international. Donc, grâce à tous ces soutiens, à tout cet accompagnement, et donc on est arrivé quand même aujourd'hui. Difficulté en termes d'équipement, notamment les matières premières que vous utilisez. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des difficultés sur le plan personnel, sur le plan humain, j'ai envie de dire, parce que c'est une association, c'est aussi une entreprise. Est-ce que de ce côté-là, ça a été évident? Alors, c'était très difficile, oui, très difficile, déjà même pour les membres de l'association, parce que, voilà, donc, c'est compliqué souvent quand on n'a pas, même si on est passionné, déterminé, et souvent, et quand on n'a pas les ressources financières qu'il faut, c'est décourageant, c'est démotivant. Et ça fait que souvent, même le frais de carburant que les uns et les autres doivent... Parce que même si on est motivé, il faut pouvoir manger, il faut pouvoir se vêtir. Tout à fait. Et tout à fait. Et manger, se vêtir et aussi pour se déplacer, même pour venir participer aux différentes formations. Et voilà. Donc, et c'était aussi un challenge et c'était aussi pour les pays. Parce que je le dis aussi tout le temps en tant que citoyenne de notre pays, le pays nous a tout donné. Voilà, le pays nous a tout donné et donc nous avons des devoirs en tant que citoyens. Pour moi, c'était un devoir. Vous voulez rendre aussi quelque chose. C'est ça, c'est un engagement citoyen, c'est notre contribution pour le Mali. Et il n'y a rien qui puisse nous freiner dans ça. Donc un jour, on nous dira que ben voilà, c'est notre contribution pour notre pays. On n'a rien à donner, mais on a donné ça. Inch'Allah. Voilà. Alors, vous êtes une femme qui est quand même multicasquette, parce que, oui, la passion pour la cartographie et tout, l'association, l'entreprise, mais vous êtes également initiatrice de plusieurs programmes à CAI, dont vous êtes originaire. Est-ce que la cartographe se dirige vers des voies plus sociales? À CAI, qui est ma ville quand même natale, donc j'essaie de faire de mon mieux aussi au niveau local chez moi. Et la ville de CAI, il y a beaucoup d'initiatives autour des femmes, donc, autour des femmes surtout. C'est ça, autour des femmes. Même dans la cartographie, il y a aussi un programme spécial pour les femmes. Il y a quand même une sous-représentation des femmes dans le domaine parce que c'est technique.
Mais donc, on a mis aussi en place en 2020 avec l'accompagnement de la GIZ, un programme qu'on appelle She Maps and GIS. Ça veut dire qu'elle sait faire la cartographie, elle sait faire la géomatique. Donc, ce programme est pour les femmes. Donc, au niveau de ma région, la ville de Caille, ça fait partie des villes les plus cartographiées au Mali. Oui. Et donc, à Caille, j'ai initié aussi une coupe en mon nom et un festival pour valoriser la culture des Caille, un programme de cours de soutien pour les candidats au bac et au DF. Voilà. Donc, on va vraiment dire que femme multicasquette, c'est vraiment ce qui vous définit le mieux. Bah oui, j'essaie de faire j'essaie en tant que citoyenne d'apporter ma contribution. Et je pense que les gens de l'association l'auront bien compris. Voilà là un exemple de détermination, une passion qui au départ n'est pas très connue par le public, n'est pas très bien enseignée, notamment à l'école, une avancée poussée de cette formation-là. Elle s'est battue. Elle s'est formée et elle a voulu former avec elle d'autres personnes, l'association, l'entreprise. On vous souhaite bon vent dans cette lutte-là pour redonner au Mali quelque chose que le Mali vous a donné. Merci. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez été ravis d'en savoir un peu plus sur la cartographie numérique, de savoir quelles sont les zones que couvre notamment l'entreprise OpenStreetMap à travers Madame Nathalie Sidibé. On se dit à la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission.